Alors sur ce plateau, je suis accompagné de Willy Michiki, président de son parti politique dénommé UNANA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, tout doucement bien. L'UNANA fait partie de... C'est un parti allié de AFDC à... Les A là en fait c'est bon. Les A c'est INANA. Ah, d'accord. Donc je suis allié à l'AFDC qui est piloté par l'autorité morale de notre regroupement. Les professeurs sénateurs Bahati Modeste. Et je me sens vraiment très... Comment se porte le regroupement ensuite votre propre parti? Les regroupements se portent très bien. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les rares regroupements politiques qui connaissons déjà à peu près 70% de nos futurs candidats. Nous avons réussi à couvrir toutes les circonscriptions électorales avec plus de 350 candidats qu'on va aligner. Déjà? Donc, déjà au moment où nous parlons. C'est pourquoi vous sentez que le professeur Bahati Modeste est victime. Donc c'est pourquoi vous avez toujours beaucoup de députés à la fin de... Tout à fait, parce que nous anticipons toujours. Et vous savez, le professeur sénateur Bahati Modeste, il a eu à obtenir 112 députés nationaux et provinciaux, alors qu'il n'était même pas chef d'une institution, un simple membre du gouvernement. Aujourd'hui, la position qu'il occupe nous permet, nous, à doubler ce nombre-là. Donc nous sommes en train de voir aujourd'hui au minimum 225 députés nationaux, sénateurs et provinciaux que nous allons réaliser. Et tout ça, c'est pour le compte de l'Assemblée nationale. Non, pas la moitié, je dis l'ensemble. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous pensons modestement réunir au minimum, je dis bien au minimum, au minimum 125 pour l'Assemblée nationale. Et ça, c'est dans l'actif du chef de l'État actuel. Voilà pourquoi le professeur sénateur Bahati Modeste, il est victime de toutes sortes de cabales, puisque tous ceux qui ne veulent pas voir les chefs de l'État actuel réussir une majorité, ils s'abattent, ils s'attaquent à M. Bahati Modeste et le Kweba, malheureusement. C'est de bonne guerre pour nous parce que ça ne nous surprend pas. Il ne peut quand même pas faire l'unanimité, c'est tout à fait logique. Malheureusement. Il doit être attaqué. On va prendre la première thématique justement, c'est la prise de la présidence et de la SADC par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après avoir géré Willy Michiki, après avoir géré l'Union sacrée, enfin, qu'est-ce que je dis? Après avoir géré l'Union africaine, Félix a géré la CAC. Aujourd'hui, c'est la SADC. Comment vous trouvez la gestion précédente de Félix Tshisekedi et comment entrevoyez-vous la gestion de la SADC? Qu'est-ce que vous pouvez concevoir et qu'est-ce que vous attendez de cette gestion de la SADC par le chef de l'État? Bon, d'abord, Désiré, moi je suis un homme franc et je ne suis pas un flatteur. Tout à fait. Quand parfois on m'appelle prophète, mais je ne suis pas vraiment prophète, je suis un homme qui voit les choses très loin avant que les autres ne les voient. Et ma capacité d'analyse en tant qu'acteur politique de premier rang dans ce pays pendant 4 décennies, je dis 4 décennies comme acteur politique de premier rang, après 40 ans. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai commencé la politique très jeune, à 16 ans, comme acteur de premier rang à l'IDPS. Je suis cofondateur de ce parti, la IDPS. Et jusqu'à créer aujourd'hui mon propre parti qui est au fait le fils de l'IDPS. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé dans le passé. Dans les 4 ans, dans les 4 décennies, j'ai vu beaucoup. Et je peux vous dire aujourd'hui, sans risque d'être contredit, que Félix Tshisekedi Tshilombo est un oin de Dieu. Ce n'est pas une flatterie. Un oin de Dieu. Un oin de Dieu, puisque j'ai fait des recherches en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. Je n'ai pas trouvé, je ne suis pas allé au-delà de l'Afrique. J'ai regardé les organisations sous-régionales africaines, à commencer par l'Union africaine. Il n'y a aucun chef d'État qui, pendant son mandat, a exercé à la tête des organisations sous-régionales 3 mandats successifs. 3. Même quand vous regardez chez nous,
après Kasavubu, Mobutu, Mosé, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix, aucun n'a même exercé 2 mandats au même moment. Donc lui, il est allé au-delà des 3 ans et bientôt, il va aller au 4e mandat, avant la fin peut-être de son mandat, à la CAC, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est pour dire que c'est un homme choisi par Dieu. Ce n'est pas un fait du hasard. J'ai dit que je défie quelconque qui me contredirait, puisque aucun chef d'État n'a exercé 3 mandats à la tête des organisations régionales. Président de l'Union africaine, président de CAC, président de SADC. Aujourd'hui, il est même 2 fois en même temps. Il préside à la tête de la communauté des États de l'Afrique centrale, mais aussi il préside l'organisation de la SADC. Donc ça, ce n'est pas un fait de hasard. Qu'est-ce que nous pouvons nous tirer? Et chaque mandat a eu une mission. Vous savez, aucun chef d'État, depuis la création de l'Union africaine, a parlé de la culture, puisque chez nous en Afrique, la culture a toujours été reléguée. Le premier chef d'État à inscrire la culture parmi ses priorités, c'est le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est resté dans les annales. La promotion des droits humains, et en particulier de la femme, c'est Tshisekedi qui a instauré ça. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, on est en train de réfléchir comment mettre une commission spéciale pour la culture. Oui, mais gérer, c'est une chose. Mais réussir cette gestion en est une autre. Parce que vous pouvez gérer certainement, parce qu'il gère. Mais finalement, le bilan, je ne sais pas des bilans, parce que ce sont des institutions qu'il a gérées, 2 déjà. Celle-ci, c'est la 3e. Quel bilan présente-t-il à la population congolaise et puis au peuple, justement, qui se retrouve sur ces institutions? D'abord, il faut dire qu'à l'Union africaine, ça a permis la RDC de redevenir fréquentable. Un certain moment, la RDC ne représentait plus absolument rien à l'essor international. Aujourd'hui, puisque, vous savez, chaque fois que même la prépondérance lors des votes au niveau de l'Union africaine comme au niveau des Nations Unies, on ne prenait plus en compte la RDC. Et pendant les mandats... C'est à quelle époque ça? Donc c'est depuis l'époque déjà de Mobutu, et ça s'est encore ça a empiré à l'époque de Kabila. Donc nous étions vraiment descendus très bas, de telle façon que quand même vous avez un passeport congolais, il n'y avait pas de respect pour vous. Aujourd'hui, nous avons renoué avec la communauté internationale. Je ne parle pas encore des institutions de Bretton Woods qui ont pratiquement, à l'époque de Kabila, vous savez très bien, il y avait une rupture totale. Avec le FMI, la Banque mondiale. La rupture, ils ont travaillé ensemble finalement. Oui, mais après, il y a une rupture. Matata, en tant que Premier ministre, avait travaillé avec. Oui, mais après Matata, il y avait une rupture totale. Mais avec Félix, les choses ont repris. Non seulement ça, mais aussi aujourd'hui. Lorsque vous regardez aujourd'hui, les pays qui nous fréquentent, vous savez, c'est la première fois d'ailleurs qu'un chef d'État africain, bon, je vais parler de notre pays, je ne vais pas aller plus loin. Quand on voit comment le président, Joe Biden qui est président américain, vous savez, le poids de l'Amérique, il tape comme ça le chef de l'État. Les Macron, tous ces gens-là, les rois n'ont jamais fait une visite d'une semaine. Regardez, vérifiez. Taper comme ça, c'est un geste positif pour vous. Non, ça représente quoi? Non, le fait de vous taper comme ça, c'est un signe de camaraderie. Vous tapez comme ça à un pote à vous. C'est pas une façon de vous diminuer. Pas du tout, au contraire. C'est pour dire, comme on dit à Lingala. Donc ça ne se fait pas. Diplomatiquement, ça représente quelque chose. Donc ça représente un rapprochement que nous n'avions pas. Peut-être aujourd'hui, c'est pourquoi moi j'ai dit que beaucoup de réalisations de Félix Tshisekedi sont immatérielles. Mais c'est à la longue qu'on va les vivre. Aujourd'hui, la bonne gouvernance, on l'a chanté aujourd'hui.
C'est la première fois. Même si on dit qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont libérés, mais au moins, on craint maintenant. Parce que l'État, le bien de l'État congolais était considéré comme de bien sans maître. Aujourd'hui, les gens réfléchissent 2 fois pour se mêler dans la corruption. Je ne dis pas que c'est éradiqué totalement, mais au moins, on a fait un pas. Avec l'IGF. Avec l'IGF et la commission anticorruption qui est à la présidence et tous les secteurs aujourd'hui. Et l'IGF a existé depuis longtemps. Je vous informe que l'IGF est là depuis les années 70. Mais ça ne travaillait pas. Mais justement, parce que on a l'impression que l'IGF n'a jamais existé. Non, justement, c'est ça le problème. Parce que l'IGF était rattaché à la présidence. Donc c'était la volonté du président de la République qui ferait fonctionner l'IGF. Comme ce président actuel en fonction est déterminé à changer les choses, l'IGF aussi s'est réveillé. Puisque les rapports de l'IGF est toujours adressé au chef de l'État. C'est lui qui les partage avec les autres services. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays, depuis même l'indépendance, qu'on a arrêté un proche collaborateur du chef de l'État. De surcroît, on était le cabinet. 2 ministres, vous savez, l'ancien ministre de la Santé, l'ancien ministre de l'EPP, Willy Bakonga, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues. Oui, mais finalement, arrêter, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est ce que j'ai dit. Parce que finalement, ce sont des gens qui sont relaxés par la suite. Non, c'est ce que j'ai dit. Ils ne restituent pas ce dont ils sont accusés. Malheureusement, il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'exécutif qui n'accompagne pas malheureusement l'IGF et les efforts du chef de l'État. Et le chef de l'État, plusieurs fois, est revenu sur ça. Si l'indépendance de la justice, il a appelé à maintes reprises la justice à se mettre à la disposition des Congolais, à répondre, parce que la justice élève la nation. Et un pays qui n'a pas d'une justice juste, c'est un pays qui est appelé à disparaître. La volonté politique est là. Le chef de l'État l'a plusieurs fois manifesté, puisque pour arrêter sur le ministère public, et le ministère public poursuit en charge et en décharge. Mais lorsqu'on place le suspect devant les juges, ce n'est plus l'État. L'État, c'est le ministère public. Puisque le ministre de la Justice a des droits d'injonction. Mais ces droits d'injonction-là n'ont pas d'effet sur les juges. Le juge est souverain. C'est comme ça que nous avons pensé, le chef de l'État, dans sa politique, a essayé même d'améliorer les conditions sociales du magistrat pour le mettre à l'abri de tout ça, de toute sollicitation. Je vous dis aujourd'hui, le salaire de magistrat a été triplé pratiquement. Ah bon? Pour que, triplé, oui, regardez, allez-y, comprenez, pour inciter les gens à ne pas être tentés par la corruption. Et il en a appelé. Et vous pensez qu'il a réussi tripler le salaire, finalement? Est-ce que la justice est réellement indépendante? Parce que quand même, nous assistons à des choses en fait, lesquelles, par exemple, on arrête les ministres. Je prends un exemple clair, parce que c'est tout le monde qui connaît. Willy Bakonga, par exemple. L'IGF publie le rapport, la justice met la main sur Willy Bakonga. Peu après, Willy Bakonga disparaît. Il est en liberté provisoire, il est en ceci, il est en ceci, où il a fui, il est déjà en Suisse, on l'a aperçu à Suisse, et puis finalement, on le voit au Parlement, bien habillé là, assis, et jusqu'aujourd'hui, la situation s'est éteinte. Personne n'en parle. Pourtant, le rapport de l'IGF existe toujours. A-t-il restitué ce dont il a été accusé? Non. Alors, comment apprécier le travail de l'IGF alors qu'en retour, la justice ne facilite pas cette tâche? Bon, d'abord, il faut comprendre une chose, que là, comme je l'ai dit, la justice, elle est indépendante. Le ministère public, qui est le bras séculier de l'exécutif, a fait son travail. On a mis la main sur tous ces délinquants que vous venez de citer. Mais lorsqu'on met la main sur eux, on les place à la disposition des cours et tribunaux. Pour le cas de Willy Bakonga, il était condamné à 3 ans de prison. Exactement. Heureusement pour lui, malheureusement peut-être pour les victimes, il a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle. Et ça aussi, c'est la justice. C'est la Constitution qui a prévu. Il a bénéficié. Oui. Parce qu'on disait que son nom ne s'est fait. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai vu, moi. En fait, lorsque
le président de la République, parmi ses prérogatives, il a le pouvoir de gracier. Et lorsqu'on gracie, on signe une ordonnance, on ne cite pas les noms. Ce sont des critères. Et lorsqu'on a cité tous les condamnés de maximum 5 ans, Willy, malheureusement, s'est retrouvé dedans et il a été placé en liberté. Donc c'est ça aussi. Donc il ne faut pas trop, parce que les gens exagèrent beaucoup. Et lorsqu'il y a une grâce, c'est une grâce. Puisque ça, les critères qui ont été dénoncés, attention, Willy Bakonga n'a pas été poursuivi pour détournement. Puisque la mesure de grâce présidentielle excluait les détourneurs. C'est comme ça que d'ailleurs que Vital Kamerhe n'en a pas profité. Alors qu'il allait aussi en profiter. Donc c'est pour dire que, puisque Willy Bakonga était condamné pour avoir été retrouvé avec un montant supérieur à $10,000, sorti avec ces fonds-là à l'extérieur, la législation à la matière, notamment au niveau de la Banque centrale, interdit à quiconque de sortir avec un montant égal ou supérieur à $10,000. C'était l'infraction qui a fait condamner à 3 ans de prison M. Willy Bakonga. Donc ça n'avait rien avec les détournements. Voilà pourquoi il a bénéficié de la mesure de la grâce présidentielle. Donc il faut aussi que les compatriotes s'informent pour ne pas trop tomber dans des critiques qui ne valent pas la peine. Puisque la mesure de grâce présidentielle était là. Mais à part ça, je voudrais dire aujourd'hui que lorsque nous regardons aujourd'hui le respect des droits humains, il y a une avancée spectaculaire dans ce pays. La liberté d'expression, vous êtes de la presse. Comparez cette période et la période de Kabila. Et là, mais malheureusement, il y a des dérapages. C'est comme ça que le chef de l'État, je suis tout à fait d'accord avec lui, lors de son audience accordée à la communauté congolaise de N'Djamena au Tchad, il a dit que trop c'est trop. Puisque les gens maintenant bercent dans les mensonges, dans les calomnies. Lorsque je vois même aujourd'hui certaines autorités, par exemple aujourd'hui, et vous allez constater que ce sont des gens qui ont des ambitions, surtout présidentielles, dans leur cas, qui fomentent des choses contre le chef de l'État et même contre son épouse. La famille Nyakero, qui ne connaît pas, nous sommes des Kivu. Parmi les grandes familles respectables du Sud Kivu, il y a la famille Nyakero. Aujourd'hui, puisque cette dame-là est devenue la première dame, non, elle est rwandaise. On oublie tout ce qu'elle a fait pour son pays. C'est ça. Et ça, on dit ça pourquoi? C'est le chef de l'État qu'on vit. On veut faire croire à l'opinion, comme nous sommes en conflit avec les Rwandais, que le chef de l'État a épousé une Rwandaise. Est-ce qu'une personne comme ça, si la justice le saisissait et lui demandait de prouver l'identité de Denis Nyakero, il sera en conflit avec la justice? On dira que le chef de l'État est dictateur? Non. Lorsqu'on impute au chef de l'État des choses qu'il n'a pas dites, des mensonges, des détournements, lorsque quelqu'un dit que le chef de l'État a ordonné un avion pour amener du cash dans les paradis fiscaux, on peut lui demander, ce monsieur-là, de donner l'immatriculation de cet avion-là. Quand ça s'est passé, paradis fiscaux, dans quel pays? Il sera en conflit. Donc, il y a des choses que les gens débordent. Oh, vous savez, toutes ces personnalités-là ont la famille. Tshisekedi a une famille. Nyakero, Denis Nyakero est une dame. Elle a une famille. Et elle a des enfants. Lorsque vous vilipendez ces personnalités qui sont aux affaires, vous portez atteinte à leur vie privée et elles ont les droits de porter plainte. Très bien. Donc il ne faut pas que les gens profitent de la liberté d'expression pour faire les dérapages. D'accord, on va revenir à la SADC. Est-ce que la détention, par exemple, le fait que le chef de l'État détienne la présidence de la SADC pourra impacter sur la situation à l'Est de la République? Est-ce qu'on peut s'attendre à une solution efficace à cette agression rwandaise? Oui, tout à fait. C'est vrai, nous avons regretté qu'en marge de ce 42e sommet ordinaire de la SADC, il n'y a pas une condamnation ferme du Rwanda. Nous l'avons regretté sincèrement, puisque, vous savez, la SADC, c'est d'abord l'économie et le développement. Et on ne peut pas créer de bonnes conditions d'affaires lorsqu'il y a instabilité, lorsqu'il y a bruit de bottes.
Et la SADC devrait inscrire dans son agenda la sécurisation de son espace. Un des membres aujourd'hui est agressé. Ça a un impact négatif sur l'économie de la RDC, mais aussi de la communauté. Puisque parmi les résolutions de la SADC, il y a la libre circulation de biens et de personnes dans l'espace communautaire. Or, aujourd'hui, nous avons un problème, surtout que le pays qui nous agresse n'est pas membre de la SADC. Mais on a constaté les pays, moi je vous dis, entre nous, les pays comme la Mozambique, où le Rwanda a beaucoup d'influence. Vous avez vu même le premier président à sortir, à rentrer, c'était le président mozambicain. Ce n'est pas un fait de hasard, puisqu'au Rwanda, aujourd'hui, la sécurité de la Mozambique dépend du Rwanda. Ce sont des forces spéciales rwandaises qui ont réussi à sécuriser la Mozambique, qui a connu des rébellions comme chez nous. Donc, ce genre de pays ont difficile à condamner les Rwandais. Donc, le chef de l'État a dénoncé. A dénoncé, bien sûr. Mais nous aurions voulu qu'il y ait une déclaration claire et nette dans le communiqué, dans le communiqué final. Car cela n'est une. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait et que nous déplorons de notre côté en tant que gouvernement de la RDC. Mais la position qu'occupent aujourd'hui les chefs de l'État, que ce soit à la tête de la CAC, que ce soit à la tête de la SADC, nous permet aujourd'hui de faire entendre le message de la RDC. Nous influençons parce qu'aujourd'hui, tous ces pays membres, tous les 15 autres pays membres de la SADC viendront ici régulièrement. Vous pensez qu'ils peuvent intervenir militairement, les 15 pays peuvent intervenir militairement, ou alors ils peuvent tout simplement équiper les FARDC pour faire face au... Moi, je n'ai jamais cru personnellement à l'intervention étrangère. Puisque partout où il y a eu intervention étrangère, ça n'a jamais réussi. Ah bon? Par contre, ça veut dire que le fait que l'armée burundaise se retrouve chez nous, c'est un échec, selon vous? Non, ce n'est pas un échec, puisque nous aussi, n'oublions pas, nous avons été au Tchad, nous avons été au Rwanda et dans d'autres pays. Même à l'époque même de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes allés jusqu'en Éthiopie pour défendre la communauté internationale. Même au Mali. Donc, même au Mali. Donc, ce n'est pas que nous sommes en position de faiblesse. Mais moi, j'ai dit, nous devons faire des efforts pour que nous puissions commencer maintenant des réformes profondes du secteur de sécurité et de la défense. Qu'elle peut faire concrètement le chef de l'État parce qu'il gère quand même une institution importante. 15 pays, c'est beaucoup, mais vous avez dit ici que la mission de la SADC, c'est l'économie et le développement. Mais non, comment il peut ajouter une nouvelle donne de la sécurité pendant que la charte ne l'autorise pas? D'abord, aujourd'hui, comme c'est lui qui est à la tête de la communauté, il faudrait que la SADC puisse voter une résolution selon laquelle la déstabilisation d'un État membre devrait préoccuper, ou il faudrait l'intervention des autres pays. Mais nous devons aussi, nous, profiter de cette opportunité pour mener une diplomatie agissante auprès de tous ces 15 États. Puisque nous avons un problème. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui croit à notre discours selon lequel nous sommes agressés. Ce n'est pas tout le monde qui partage notre vision de dire que les M23 est un groupe terroriste. C'est à nous, à travers la diplomatie, la position que nous occupons, pour faire passer ça aux autres pays, pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs, les gens qui vont défendre la RDC. Ce n'est pas RDC, c'est nous. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons des responsabilités aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que les chefs de l'État devraient aussi, au niveau de la présidence, au niveau de la diplomatie, peaufiner des stratégies pour que nous puissions placer les gens qu'il faut, capables de convaincre tous ces pays-là. Ils sont venus ici, c'est 2-3 jours, c'est fini, ils repartent. Mais nous devons aller vers eux pour que, même puisqu'on peut aussi résoudre les problèmes de Bunagana d'une manière diplomatique, sans même qu'il y ait un coup de balle. C'est ça, ça nous inquiète. Et puis moi j'ai dit, nous ne devons pas, nous, gouvernement de la RDC, jouer à la défensive. Nous sommes un pays. Il faut attaquer. C'est nous. Nous devons, aujourd'hui, nous donnons l'impression, et ça moi,
je suis de l'Union sacrée, mais ça ne m'arrange pas de jouer à la défensive. Alors que c'est nous qui devrions jouer à l'offensive. Nous sommes agressés. Nous devons occuper cet espace-là. Et nous ne devons pas entendre que les forces spéciales de la communauté de l'Afrique de l'Est arrivent pour que nous puissions faire l'offensive. Non, nous devons, puisque moi ça me fait mal, que ce soit le M23 qui prenne le devant. Bon, le M23 c'est le Rwanda bien sûr. Donc moi je voudrais... Donc Bunagana est toujours détenu jusqu'aujourd'hui par le Rwanda, non pas par un groupe rebelle. Mais puisque c'est clair, les rapports... Les rapports... Ou c'est la RDC? Non, les rapports des experts des Nations Unies ont clairement prouvé que ce sont des troupes rwandaises qui sont à Bunagana. C'est pas moi qui le dis. Mais ça c'est un rapport d'une commission. Il faudrait maintenant que cette commission-là, ces rapports soient examinés au niveau du Conseil de sécurité. Parce que vous savez que les résolutions du Conseil de sécurité ont une force de loi et s'imposent aux pays membres. Nous devons faire un travail de lobbying auprès non seulement des 5 membres permanents, mais aussi de 10 autres, pour que ces rapports-là soient, le Conseil de sécurité s'en approprie et qu'on puisse voter une résolution condamnant tout ce qui aujourd'hui équime l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut une condamnation ferme. C'est le travail de nous RDC de le faire. Et souvent, ce n'est pas la diplomatie classique. Ce n'est pas l'Otundura qui le ferait ou les autres. Non. C'est parfois des individus comme moi ou des autres qui avons des relations avec les pays membres. Par exemple, moi, je peux avoir des relations avec la Norvège. La Norvège est membre du Conseil de sécurité non permanent. Faire le lobbying auprès de la Norvège, par exemple. Le Gabon, par exemple. Et les pays comme la Chine, la Russie, qui ont déjà exprimé la volonté de nous accompagner. Vous avez vu, lorsqu'il fallait lever l'embargo sur la RDC, la Chine et la Russie ont constitué un bloc pour nous soutenir. Mais il y a eu un veto américain. C'est pourquoi j'ai dit, la politique, c'est question d'intérêt. Mais aujourd'hui, nous devons, nous, aussi marcher avec ceux-là qui nous soutiennent. On ne va pas dire nous sommes pro-américains, pro-occidentaux, alors que ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui aujourd'hui nous enfoncent à l'étau. Aujourd'hui, vous allez au Mali, il y a la stabilité au Mali, même la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui s'était opposée au régime malien a fini par les accepter. Vous allez aujourd'hui à Centrafrique, les gens respirent. Pourquoi pas, nous autres, nous ne pouvons pas aujourd'hui revisiter les accords que nous avons avec certains alliés d'hier, oui, puisqu'on ne reçoit rien. C'est d'ailleurs, Blinken était ici, Anthony Blinken. Il a semblé acquiescer nos revendications, il a dit même clairement, mais arrivé à Kigali, il a changé, il nous a, nous, accusés de soutenir les FDLR et on va en parler. Voilà. La deuxième thématique, justement, c'est ça. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous devons lever des options diplomatiques pour savoir avec qui nous irons réellement. D'accord. On va prendre la deuxième thématique, la diplomatie et le bilan du chef de l'État. Parce que il y en a qui pensent que diplomatiquement, la RDC actuellement est isolée. Le secrétaire d'État américain était ici. Il a roulé le gouvernement congolais parce que diplomatiquement, ce qu'il a fait ici, c'est du nul. Il a tenu des propos, entre guillemets, contre la RDC, parce que quand il dit que la RDC doit également abandonner sa position face au FDLR, et le Rwanda également doit abandonner sa position face au M23, ça veut dire qu'il a clairement dit que la RDC soutient les FDLR. Pourtant, beaucoup de gens attendaient des sanctions, beaucoup de gens attendaient quand même qu'il se prononce en évoquant des sanctions contre le Rwanda. Mais il ne l'a pas fait. Arrivé au Rwanda, il change, vous l'avez dit, il change de position, il soutient le Rwanda. Finalement, la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi est une réussite ou un échec à tous les niveaux, par exemple? Non, il faut dire d'abord que la diplomatie de Félix Tshisekedi est une réussite. D'abord, le fait de faire déplacer le secrétaire d'État américain, il n'a visité que 3 pays. L'Afrique du Sud, ici. Et s'il est arrivé ici, particulièrement, c'est puisque les États-Unis ont peur que nous ne puissions basculer vers la Russie. Vers la Russie. Puisque aujourd'hui, même, je vous informe, il y a même le Congrès américain qui a voté
une loi, c'est une loi interdisant les pays africains de soutenir la Russie. Ouf. Faute les pays africains, seulement pour l'Africain, qui soutiendraient la Russie, seront sanctionnés. Et je vous informe maintenant que compte tenu de son comportement après ici, à Kigali, la SADC a voté une résolution en marge du 42e sommet ordinaire pour s'opposer à cette loi américaine. Ça, c'est du nouveau, on en parle très peu. Et la SADC a mandaté son président en exercice de signifier le gouvernement américain. Qui est Félix Tshisekedi. Donc, c'est déjà un bras de fer entre la SADC et le gouvernement. Donc, il y a 16 pays unis comme un seul homme qui ont dit non aux États-Unis. Et si cela continue, la porte est déjà ouverte vers la Russie. Donc c'est pour dire ceci que les choses sont en train de changer, puisque ce n'est pas un congrès américain, voté par les Américains, qui va prendre des mesures ou des sanctions contre les pays souverains africains. Oui, mais vous devez attendre des ça, c'est dépassé. Des sanctions c'est révolu. Des sanctions économiques. Vous êtes d'ailleurs sous embargo. Je parle de la RDC. La RDC est d'abord sous embargo. Ensuite, si on tourne vers la Russie, c'est d'autres sanctions économiquement qui vont s'ajouter. Est-ce que la RDC ne risque-t-elle pas de s'écarter sur la scène internationale? Je ne pense pas. Au contraire, je suis en train de voir l'isolement des États-Unis. La première puissance mondiale aujourd'hui, c'est la Russie. On l'a prouvé. La capacité militaire russe aujourd'hui dépasse de loin celle des États-Unis. Comment ça? Oui, on l'a démontré puisque même aujourd'hui, la Russie, en envahissant l'Ukraine, c'est bouche bée. L'OTAN n'a même pas bougé de l'OTAN. Alors que l'Ukraine est victime aujourd'hui d'avoir cherché à rejoindre l'OTAN. C'est tout. C'est ça, c'est là. Et c'est ce qui a mis mal à l'aise la Russie. Mais aucun pays occidental n'a ouvert sa bouche pour soutenir l'Ukraine militairement contre la Russie. Même les aides qu'on donne, ça n'a aucun impact. Mais les sanctions sont là. Les sanctions mais justement, mais les sanctions aujourd'hui, regardez aujourd'hui, l'Europe est en train de dégringoler. L'euro aujourd'hui est même moins coté que les dollars. Le rouble a gagné 3 fois. 3 fois. Les roubles aujourd'hui, la monnaie la plus forte du monde, c'est le rouble. D'ailleurs, moi, je viens en acquérir maintenant. Tous mes avoirs maintenant aujourd'hui sont en rouble puisque c'est la monnaie la plus sécurisée. Oui, je vous dis. J'avais des zéros. Non, ce sont des réalités aujourd'hui. Vos biens sont déjà en rouble. En rouble, tout. J'ai mis tous mes avoirs à l'extérieur en rouble. Votre position est claire. C'est clair puisque c'est la monnaie la plus forte. C'est une réalité. Les États-Unis ne nous apportent rien. On ne va pas aller. Moi, je suis pro-occidental, je vous dis. Mais je suis dessus. Puisqu'ils nous remercient à monnaie de singe. Il n'y a rien. Aujourd'hui, parmi les causes de nos misères aujourd'hui, c'est le manque d'accompagnement des États-Unis en particulier. Regardez aujourd'hui l'apport des États-Unis. Anthony Blinken était ici. Les élections congolaises risquent de coûter environ 1 milliard de dollars. En 2018, elles ont coûté près de 600 millions de dollars. C'était les élections les plus coûteuses du monde. Ils nous donnent 24 millions, presque 25 millions de dollars. Qu'est-ce que cela représente? C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est pour dire, allez-vous-en. Oui, mais entre les États, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts qui priment. La RDC, au moins les États-Unis ont débloqué 24 millions. Mais la RDC a donné quoi aux États-Unis? Mais rien que l'accès aux minéraux stratégiques que nous avons. Vous savez, si nous mettons ces minéraux stratégiques à la disposition de la Russie, je vous dis, la Russie payerait 100 fois plus que ce que nous recevons aujourd'hui. La Russie, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore accès sur les minéraux stratégiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du développement technologique sans faire allusion au cobalt, qui se trouve en RDC, au lithium, au colomotantalite, dont la tantale. Ce sont des minéraux stratégiques. Mais la RDC est le premier producteur. Donc aujourd'hui, nous laissons les Américains venir. Quand vous voyez aujourd'hui Tenke-Fungourou, bien sûr, mais on prend Kamoa, qui est la plus grande mine aujourd'hui du monde en termes de production de cobalt et cuivre.
mais c'est un consortium américain-chinois. Mais si on donnait ça à la Russie, mais la Russie nous donnerait tout et nous sécuriserait. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, nous devons repenser notre diplomatie. On ne doit pas faire une diplomatie de plaisir. Vous reprochez ou vous demandez au chef de l'État de pouvoir tourner le dos aux États-Unis et regarder la Russie. Non, nous devons considérer les États-Unis comme un partenaire au même pied d'égalité que les autres. Pas privilégié. Pas privilégié. Puisqu'aujourd'hui, ils ont le statut de partenaire privilégié. Mais moi, j'ai dit, ils sont privilégiés à quoi? Quel est l'apport qu'ils nous donnent aujourd'hui? Regardez même notre budget. Les États-Unis, c'est nul, c'est zéro. Rien. Ils n'apportent rien. Il y a même des pays comme la Belgique, comme la Grande-Bretagne, qui donnent plus que les États-Unis. Alors pourquoi continuerons-nous à donner de privilèges à cette puissance-là qui ne nous apporte rien? Parce qu'ils sont grandes Même puissances. l'appui au niveau international, mais grande puissance, ça nous apporte quoi? Rien du tout. L'Ukraine est victime aujourd'hui. Puisque l'Ukraine, justement, a fait allégeance aux États-Unis. Mais regarde aujourd'hui, l'Ukraine est en train de disparaître. Et qui sera le deuxième pays demain? Donc nous devons anticiper. Je ne dis pas qu'il faut tourner les dos aux États-Unis. Attention, nous devons continuer à avoir des relations avec les États-Unis, mais sinon, lui enlever les statuts de privilégiés. Les traiter au même pied d'égalité comme les autres. Et donner ça à la Russie. Et donner ça aux autres pays qui nous retourneraient aussi. Notamment la Russie. La Russie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la Russie fait une bonne offre. Vous n'avez pas peur de conséquences qui peuvent en découler après avoir privilégié la Russie ou prendre la Russie comme étant partenaire privilégié? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous déstabilisent sont appuyés par Washington. Et partout, vous avez vu, je vous ai démontré ici, au Conseil de sécurité, les États-Unis ne nous soutiennent pas. Et moi j'ai dit, pourquoi être avec ceux-là qui ne nous soutiennent pas? Au contraire. Et la preuve aujourd'hui, l'Ukraine, qui a fait allégeance à Washington, l'Ukraine est victime de son appui aux États-Unis. Et elle disparaît. Elle est en train de disparaître aujourd'hui. L'Ukraine, pour moi, n'existe plus comme État. On a commencé d'abord par la petite partie de Crimée. Aujourd'hui, c'est presque... Le pays est envahi. C'est presque, je peux dire, même 3/4 de l'Ukraine aujourd'hui est contrôlé par la Russie, au vu et su du pouvoir et des États-Unis. Par contre, il y a des pays qui ont fait des alliances solides avec la Russie, comme je donne ici, comme la Corée du Nord, comme la Chine, qui sont stables et qui économiquement sont de loin mieux organisés que même les États-Unis. Les États-Unis sont les pays les plus endettés du monde. On en parle très peu. Les plus endettés du monde, c'est les États-Unis. Mais représentés comme les plus riches. Les plus riches, curieusement. Alors, nous qui regorgeons des ressources, pourquoi, par exemple, on ne peut pas? C'est pourquoi je suis très, très à l'aise avec même les thèmes choisis par les 42e sessions ordinaires de la SADC, puisque nous en parlons, sur l'autonomisation, donc l'industrialisation de la communauté, puisque aujourd'hui, nous perdons beaucoup. Et sans les États-Unis, la SADC peut y arriver. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Nous devons être ouverts aux autres partenaires. Et il faut dire, on a dit très peu, les gens s'attaquent aux Chinois. Mais je dis, s'il n'y a pas de Chinois aujourd'hui, qu'est-ce que serait devenir nos minerais? C'est vrai, nous ne gagnons pas beaucoup, mais aujourd'hui, s'il y a même l'accroissement de la production, les Chinois emportent c'est les Chinois. Tout. Mais justement, tout et ils vous donnent peu. Mais justement, mais au moins aujourd'hui, si nous sommes bien organisés, aujourd'hui nous pouvons gagner beaucoup. C'est pourquoi nous devons passer à la transformation. Et la chaîne des valeurs aujourd'hui, puisque quand vous voyez les cuivres, pourquoi devrions-nous par exemple exporter les cuivres même à cathode? Pourquoi ne pourrions-nous pas ici produire par exemple des fils électriques? Alors, dans les coltans par exemple, pourquoi ne pouvons pas aujourd'hui produire des transistors ici? Oui, Michiki, concrètement, vous avez dit que la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi est une réussite. Réussite totale. En quoi concrètement? Quels sont les facteurs déterminant cette réussite? Bon, il ne faut pas seulement voir un aspect des choses, de la sécurité. Les gens disent non. Moi, j'ai dit, vous avez bien indiqué, nous ne comptons pas sur l'extérieur. La première réussite
de la diplomatie de Tshisekedi, c'est d'abord la reconnaissance internationale de la RDC. Nous l'avions perdu. Ce prestige-là, nous l'avions perdu. Deuxième chose, et on en parle très peu, c'est les booms économiques aujourd'hui, lorsque vous regardez aujourd'hui. Les taux de croissance. Les taux de croissance aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de la Banque mondiale et du FMI. Nous sommes à 6%. Nous sommes parmi les économies. Et vous acceptez ça, vous? Mais je vous dis, le problème que les gens ne comprennent pas, c'est que la plupart, malheureusement, des recettes sont englouties par les efforts de guerre. C'est comme ça que les chefs de l'État, en tant que visionnaire, a dit, serions-nous en mesure aujourd'hui de faire la guerre au Rwanda, publiquement? Les conséquences économiques seraient catastrophiques. Nous avons voulu régler ces problèmes-là d'une manière diplomatique en vue de préserver le peu des ressources que nous avons aujourd'hui. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est maintenant transformer ces réalisations économiques, ces réserves que nous avons accumulées, les placer dans les paniers de la ménagère. C'est l'étape maintenant à laquelle nous sommes. Ça prend du temps, nous venons de très loin. Nous étions à moins négatif. On devait d'abord arriver à zéro pour remonter la pente. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, il faudrait que les Congolais soient patients. C'est vrai, tout le monde voudrait avoir aujourd'hui, même un enfant. Le bébé est né aujourd'hui, il ne mange pas encore de foufou. Il prend du lait, il prend la bouillie petit à petit, jusqu'à être à mesure de supporter un repas lourd. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc les efforts sont là, la volonté politique est là. Mais il faut patienter. Il faut patienter. On va prendre la dernière thématique, justement. Il nous reste quelques minutes, tout simplement, pour mettre fin à cette émission. On va prendre le gouvernement à quelques minutes. Willy Michiki, selon nos câbles, il semblerait que le gouvernement sera retouché d'ici peu. On ignore si c'est le changement radical de fond à comble ou c'est un réaménagement. Vous, à votre niveau, vous êtes d'accord pour le changement du gouvernement ou retoucher tout simplement quelques personnes ou quelques personnalités qui n'ont pas pu donner du positif à la population congolaise? Bon, je voudrais ici donner un avis ou une opinion tout à fait personnelle. Voilà. En tant qu'analyste politique, ce gouvernement Sama, qui n'a pas démérité, puisque ce gouvernement Sama a réalisé beaucoup sur le plan économique. Si aujourd'hui nous parlons de budget de 10 milliards, et nous comptons en 2023 aller au-delà de 15 milliards, c'est grâce au gouvernement Sama Lukonde. Il ne faut pas perdre de vue. Donc la volonté politique a été là. Mais ce gouvernement est un gouvernement, comme lui-même l'a appelé, de warriors, de guerriers. Mais lorsque vous êtes guerrier, vous vous battez. Vous n'allez pas vous battre toute votre vie. Aujourd'hui, nous avons vaincu. La majorité est maintenant assise au niveau du Parlement. Nous avons une majorité stable. On doit maintenant passer à l'étape suivante de développement. Il nous faut maintenant un gouvernement de développement. C'est pourquoi moi je ne pense même pas à Sama 2. Moi je pense à un nouveau gouvernement. Un gouvernement maintenant de défis, un gouvernement de développement, de paix, pour que ces richesses que nous avons pu récolter par-ci par-là soient transformées en dividendes, que les paniers de la ménagère ressentent ça. C'est pourquoi je pense pour moi qu'il faut maintenant penser à un autre gouvernement. Tout en reconnaissant le mérite de Sama Lukonde et de ce gouvernement. Les guerriers ont fait leur travail, c'est le temps de paix maintenant. Il faut maintenant un gouvernement de défis. Moi je suis politique. Vous appréciez qui? Pardon? Parmi les Warriors, parmi non, moi je dois dire que les efforts, la réussite, elle est collective. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, les gens ont travaillé. Je ne peux pas citer des noms indépendants, parce que c'est l'action gouvernementale pilotée par le Premier ministre sous la houlette de la vision du chef de l'État. La vision Fachi a été transcendée au niveau de ce gouvernement. Mais moi, j'estime personnellement qu'il nous faut maintenant un nouveau gouvernement capable de répondre aux défis. Nous allons aux élections. Ce gouvernement ici, pour moi, de l'Union sacrée, ne peut pas nous faire gagner les élections. Il nous faut un autre gouvernement mature. On doit demander à chaque ministre, qu'est-ce que tu vas apporter en termes d'électorat de notre candidat? Tu sais qui dit. Toi, tu apportes quoi? Puisque c'est ça le problème. Parce qu'on a compris dans ce pays, même si nous avons une majorité parlementaire, si on n'a pas la présidence, on ne va pas réussir. Donc, notre combat d'abord aujourd'hui,
c'est que notre candidat, le visionnaire de l'Union sacrée, soit réélu. Qu'est-ce que nous allons faire? Moi, j'estime que, moi j'ai été 8 fois au gouvernement. J'ai quand même l'expérience en matière du gouvernement. Ça, je sais. Je vous dis, Désiré, que ce gouvernement ici ne peut pas nous faire réussir les élections. Il faut un autre gouvernement. Nous savons déjà, nous avons une idée. Si les challengers auxquels nous serons face, et les gouvernements qu'on va mettre ensemble doit être d'abord aguerri politiquement, composé de ministres vertébrés, de bons gestionnaires, capables de transformer toutes ces réalisations économiques, les placer dans les paniers de la bérengère. Voilà, très bien, très bien. Si vous demandez, dernière question, si vous demandez d'entrer dans le secret des dieux, vous voyez qui comme étant Premier ministre du prochain gouvernement? D'abord, je dois vous dire sincèrement que pour moi, compte tenu du contexte actuel, le Premier ministre doit provenir du Katanga. Très bien. De deux, toujours le Katanga. Ça doit être quelqu'un qui doit faire face aux challengers de l'Union sacrée. En particulier, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, qui réellement, pour moi, sont des vrais challengers de notre candidat Etienne Tshisekedi. Très bien. Voilà le profil des premiers ministres que nous attendons. Un premier ministre politique, pas les technocrates, ça c'est fini, on jette ça à la poubelle. Nous sommes à la veille des élections, nous voulons des politiques au gouvernement. Merci. Je suis désolé. Merci à vous, Willy Michiki. Puisqu'on ne fait pas les élections pour les perdre, on fait les élections pour les gagner et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. D'une manière démocratique, bien sûr. Pas de tricherie. Merci beaucoup, Willy Michiki. Je rappelle que vous êtes président de votre propre parti, UNANA, qui fait partie de l'AFDC. Les A, là, fait moi. Là, c'est fou. Tout à fait. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur les antennes des 10e Route Télévision. Le journal, c'est dans quelques instants. Je vois la présentatrice qui est déjà là, Laetitia Batouamba, sur le plateau. Restez branchés.